Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'heure de votre débat maintenant. Il se tient ce soir depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonsoir à vous, Myriam Amelal. Vous êtes sur place, entourée de vos invités. Je vous passe donc la main. Belle émission à vous. Merci Nabia. Et oui, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici déjà depuis quelques jours, vous le savez, pour la couverture des élections générales, des élections qui se sont tenues à la date prévue, le 20 décembre, alors que beaucoup craignaient un glissement de la date électorale en raison de problèmes logistiques. Ce scrutin s'est déroulé comme prévu, mais il a été perturbé par de nombreux problèmes logistiques et techniques. Certains bureaux de vote ont ouvert avec plusieurs heures de retard parce que le matériel et les machines à voter n'étaient pas prêtes à l'emploi. Des batteries, par exemple, n'étaient pas chargées. D'autres bureaux de vote n'ont pas du tout pu ouvrir leurs portes parce que le matériel n'a pu être acheminé. Donc tous ces problèmes logistiques, évidemment, nous allons les aborder ici avec nos invités, mais nous allons aussi tenter de comprendre pourquoi c'est si compliqué d'organiser un scrutin en République démocratique du Congo. Nous allons rappeler que c'est un très grand pays, le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie, le premier pays le plus grand d'Afrique subsaharienne. C'est un pays aussi qui est très enclavé, où certaines régions sont difficiles d'accès pour des raisons géographiques, mais aussi sécuritaires. Il y a la violence qui sévit dans l'est du pays, vous le savez aussi, dont toutes ces questions seront abordées. Mais avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce jour de vote. Retour sur cette journée avec ce reportage tourné à Kinshasa par notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. 6 h du matin dans cette école de Kitambo, dans l'ouest de Kinshasa. Le centre de vote est désert, l'urne encore vide. Tout est déjà là, on a déjà installé notre bureau, mais on attend que les listes des électeurs viennent, qu'on puisse dérouler notre travail. Dans ce centre de vote, près de 7000 électeurs sont attendus. Beaucoup sont arrivés très tôt et patientent dans le calme. Si certains partent à la pêche aux informations, et là le bureau a déjà ouvert. D'autres prennent leur mal en patience. Je suis venu à 6 h parce que je devais passer avant et vaquer à mes occupations, remplir le devoir civique. Et là, vous êtes bloqué. Là, nous sommes bloqués. Le matériel électoral manquant finira par être livré par camion militaire. Le vote a pu commencer avec plus de 3 heures de retard. À Kinshasa, de nombreux retards ont été observés à l'ouverture des bureaux de vote. Ces retards, parfois importants, sont attribués à des arrivées tardives du matériel électoral et des listes d'électeurs dans une partie des 8000 bureaux de vote de la capitale. À la mi-journée, la commission électorale a fait une mise au point pour rassurer les électeurs. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi. À Matongé, dans le centre de la capitale, le vote a commencé avec 2 heures de retard. Les files d'attente montrent l'engouement des électeurs. Ici, les opérations de vote se déroulent sans incident. Chaque électeur vote sur la machine à voter dans le calme. À moi, c'est le jeu presque 40 minutes pour voter, du fait que le service est trop lent. J'ai venu à 7, 8 heures, j'ai voté à 10 heures, 10 h, 11 h. C'était bien passé. Alors à Kinshasa, le vote se poursuivra dans de nombreux bureaux au-delà de l'heure prévue de fermeture à 17 h en raison des nombreux retards d'installation. Et on va parler justement de ces retards avec nos invités. Valérie Madianga, coordinateur du Centre de recherche en finances publiques locales. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur ce plateau improvisé. Et puis Itiel Batoumike, donc vous êtes spécialiste des questions politiques et électorales à l'Institut Ebotelli. Nous avons déjà eu l'occasion de vous recevoir sur nos plateaux. Merci d'être avec nous. Alors ma première question s'adresse à vous, Itiel. On le sait, le vote s'est poursuivi en raison de toutes ces problématiques techniques. Des bureaux de vote sont restés ouverts très tard et ça c'est prévu par la loi électorale puisque la loi électorale prévoit que lorsqu'un bureau de vote ouvre, il peut rester ouvert pendant 11 heures d'affilée. En revanche, le vote s'est poursuivi aujourd'hui, ce jeudi. Est-ce que la loi électorale prévoit qu'il y ait un deuxième jour de vote ? Alors, dans le premier cas que vous évoquez, c'est ce qui est prévu par la loi que lorsque le bureau de vote a ouvert avec un retard ou que le vote a été interrompu et qu'il y a des électeurs qui restent sur la file d'attente,
les électeurs ont le droit d'exercer leur droit de vote et ils peuvent donc continuer à être appelés dans le bureau de vote. L'agent de la CENI leur remet un jeton qui leur permet de continuer de voter au-delà des 17 heures qui est l'heure de clôture du vote. L'autre cas qui est évoqué et qui se passe aujourd'hui où les bureaux n'ont pas ouvert, mais qui ont été appelés à fonctionner aujourd'hui, ce n'est pas prévu par la loi et c'est un cas d'anomalie. Certes, on parle que par expérience, cela s'est passé en 2011. Oui, justement, il y a des précédents. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un deuxième jour de vote. En Justement, 2011. mais c'est un précédent fâché parce qu'en fait, les élections de 2011 ne sont pas présentées comme l'une des meilleures élections qu'on a eues dans ces pays. Lorsqu'on parle des élections de 2011, on voit un chaos. Et si on évoque aujourd'hui ce cas de 2011, c'est-à-dire que quelque part, on admet qu'il y a eu un chaos électoral qu'on essaie de corriger en permettant aux électeurs de ces régions-là qui n'ont pas vu leur bureau de vote ouvrir, passer au vote. Alors, est-ce qu'on peut parler de jurisprudence puisqu'il y a eu déjà un précédent dans cette loi électorale? Est-ce qu'on peut dire que comme ça s'est déjà produit, on peut considérer qu'il y a jurisprudence et que ça peut se reproduire encore? Mais malheureusement, une jurisprudence qui n'est pas bonne ne devrait pas, un cas qui n'est pas très bon, ne peut pas servir de jurisprudence. La jurisprudence, c'est lorsqu'il y a quelque chose de bon. Mais là, nous sommes dans quelque chose d'anormal parce que si tout le matériel était déployé à temps, on n'aurait pas besoin d'aller au-delà du 20 décembre. D'ailleurs, il faut rappeler que la date du 20 décembre était très mal choisie parce que conformément à la loi électorale, le jour du vote doit être un dimanche ou un jour férié. Dans le cas d'espèce, en République démocratique du Congo, le 20 décembre n'est pas un jour férié. Mais il a été considéré comme férié. Il a été considéré comme décrété férié en tout cas. Justement pour rattraper et corriger l'erreur du calendrier électoral de la CENI. Et donc, on peut donc comprendre que là, il y avait déjà des tâtonnements dès le départ pour fixer cette date-là. Et en fait, si on prolonge aujourd'hui les votes, on rouvre les bureaux, on autorise les bureaux qui n'ont pas ouvert hier à fonctionner aujourd'hui, ça signifie tout simplement que les glissements qu'on évitait à rattraper la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, on est dans un petit glissement d'un jour, alors que c'est tout ce qui a été évité pendant toutes ces années. Mais on aurait dit alors mieux faire, de repousser bien avant les scrutins, soit d'une semaine. Ça aurait permis à la CENI de déployer ces matériels en toute tranquillité et ça aurait évité au pays d'organiser 2 jours de vote et je dirais même 2 jours de déploiement parce que même les bureaux qui ont fonctionné hier continuent à déployer les résultats dans certaines régions, ce qui peut causer des problèmes au niveau de la crédibilité, de la transparence des résultats. Et on en reparlera. Je me tourne vers vous, Valérie Madianga. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Centre de recherche en finances publiques locales. On va parler du financement de cette campagne électorale. J'avais reçu au mois de mars Denis Kadima, président de la CENI, mars 2023. Je lui avais posé la question sur le financement de la campagne. Est-ce qu'il avait reçu tout le financement qu'il devait recevoir? Il m'avait répondu à l'époque qu'il avait reçu une partie de l'argent qu'il devait recevoir en 2022, mais qu'il manquait déjà une partie et qu'il était sur le point de recevoir aussi le budget 2023 pour l'organisation de ce scrutin. Question simple, combien devait-il recevoir, combien la CENI devait recevoir pour organiser ce scrutin? Est-ce que la somme a été respectée et est-ce qu'elle n'a pas été versée trop tard justement, ce qui explique les retards d'aujourd'hui? Oui, j'aimerais dire d'abord que la question du financement des élections dans notre pays fait débat. Fait débat pourquoi? Parce que vous savez que pour ce cycle électoral, la CENI avait demandé 1 milliard 100 millions de dollars et le gouvernement je confirme que le gouvernement a payé 1 milliard déjà et il reste pratiquement 190 millions de dollars que la CENI en principe attend pour parachever d'autres opérations électorales. Il y a le scrutin indirect des gouverneurs, vice-gouverneurs. Vous avez aussi d'autres scrutins qui sont prévus l'année prochaine, donc en 2024. Et aujourd'hui, la question du financement ne se pose pas. Et les chaos électoraux auxquels nous avons assisté ou nous assistons maintenant, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion des fonds publics par la CENI. Je l'ai dit pourquoi? Parce que le dernier gros décaissement que la CENI a reçu, c'était au mois de juillet, où la CENI a reçu 240 millions de dollars.
Au mois de novembre, c'est 130 millions de dollars. Si vous regardez la trajectoire, c'est le cycle qui a reçu plus de moyens par rapport au cycle passé. Est-ce que ce n'était pas un peu trop tard? Est-ce qu'il ne fallait pas recevoir cet argent avant pour pouvoir déployer justement ce matériel, pour pouvoir l'acquérir, pour pouvoir organiser l'acheminement de tout cela? Non, ce n'est pas trop tard. Pourquoi? Parce que la procédure de passation des marchés publics a été déclenchée au mois de mars. Et au mois de mars, je donne l'exemple avec le machine à voter. On avait déjà 80 millions de machines à voter du cycle passé, qu'on devait tout simplement recycler. Et à cette période-là, la CENI avait déjà des moyens pour déclencher la procédure d'acquisition des dispositifs de mise à jour de tous ces matériels-là. Et si vous regardez les chronogrammes des marchés publics, c'est au 31 octobre que la CENI devait réceptionner tous ces matériels-là de tous les fournisseurs. Mais ce chronogramme n'a pas été respecté d'abord par la CENI. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la légèreté. La légèreté dans la procédure de passation des marchés publics. Si vous regardez tous les fournisseurs, Miro System est l'unique fournisseur qui a reçu au moins la majorité des marchés passés par la CENI et de gré à gré. Ce sont des petites négociations qui se sont passées et maintenant au finish, lorsqu'il faut maintenant respecter la loi, comme c'est une négociation qui s'est passée hors cadre réglementaire, maintenant il était difficile pour la CENI d'imposer la loi à Miro System. C'est ça le vrai point, parce qu'un fournisseur qui ne respecte pas la loi des marchés publics, l'autorité qui a commandé peut retirer ce marché-là lorsqu'il sent que ses besoins ne sont pas satisfaits. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un risque de perdre du temps en retirant le marché à un fournisseur, en le donnant à un autre? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette crainte de perdre de temps justement en changeant de fournisseur? Moi je pense que le vrai problème serait d'abord de respecter la loi. Si on avait respecté la loi, je pense que le fournisseur Miro System, qui a gagné la majorité des marchés publics, serait dans le droit de respecter aussi les chronogrammes de la CENI. Vous constaterez que le dernier convoi de matériel est arrivé pratiquement début décembre. Ça, si vous regardez maintenant en termes de déploiement de la logistique, la CENI avait déjà reçu le moyen. Si vous regardez au moins tout le plan de déploiement de la CENI, la logistique électorale, c'est-à-dire les déploiements du matériel, mais aussi du personnel, c'est autour de 73 à 75 millions de dollars. Et la CENI devrait déjà prendre des dispositions pour louer, par exemple, les hélicoptères pour des zones qui sont inaccessibles, mais aussi des avions. Donc on est resté attentif, attendant la dernière minute pour dire, écoutez, la logistique... Je rappelle que le pays a demandé à l'Ouganda de prêter des avions, ce qui a été refusé, que c'est l'Égypte qui a prêté 2 avions pour l'acheminement du matériel électoral. Et effectivement, on ne devait pas prêter. Moi, j'ai dit on ne devait pas prêter. On avait les moyens pour commander, parce qu'il y a plusieurs fournisseurs. Lancer un appel d'offres, comme on l'a fait de gré à gré, je pense qu'il y aurait des fournisseurs qui viendraient parce que c'est de l'argent, c'est une affaire d'argent. Alors, Étienne Batoumike, on a vu qu'il y a des problèmes qui auraient peut-être pu être évités, mais il y a aussi une complexité sur le territoire congolais. D'abord, une complexité géographique pour l'organisation de ce scrutin. Alors, organiser les élections au Congo, ça paraît être très complexe au regard des réalités à la fois politiques, juridiques, financières, comme il venait de les évoquer, mais surtout la question des infrastructures au pays. Sur le plan politique, il faut noter qu'il y a une sorte de méfiance à chaque mise en place d'un nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des levées de boucliers pour contester tel ou tel autre candidat désigné par les différentes composantes. Et ça fait perdre le temps déjà à la mise en place à la CENI. Le bureau de Kadima est arrivé à la CENI avec 28 mois de retard dans la préparation technique des élections. Et on peut comprendre les problèmes dans lesquels il a été plongé pour préparer les élections à la hâte. Parce qu'en même temps, il y a un fétichisme sur les dates, les délais d'organisation des élections au Congo depuis 2016. On dit qu'il faut respecter les délais. Mais on oublie que le respect des délais n'importe pas tant plus que la transparence. Et donc, aujourd'hui, on a sacrifié la transparence, la crédibilité du processus électoral pour respecter les délais. Parce que ça devient un enjeu, Parce que ça devient un enjeu, et pourtant, c'est la crédibilité du processus. Ça n'aurait rien coûté au pays de renvoyer ces élections à 3 jours, à 1 semaine de plus, que de faire des choses de manière précipitée. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, il est d'ordre juridique. À chaque processus électoral, il y a des réformes à mettre en place.
On modifie la loi électorale, on modifie la loi organique de la CENI et tout ça prend du temps. Et la compréhension des nouvelles règles qui sont introduites prend également du temps. Sur le défi financier, je ne vais pas y revenir, mais les retards déjà que l'on accumule pour mettre en place le bureau de la Commission électorale nationale indépendante joue également sur la procédure de passation des marchés publics. Lorsque vous demandez à un bureau qui a pris beaucoup de retard de suivre la procédure d'appel d'offres, ça prend beaucoup de mois plus qu'une procédure de gré à gré. Mais il y a aussi la question des infrastructures et des moyens de transport. Ces élections ont été organisées pendant que la compagnie aérienne nationale aérienne d'aviation Congo Airways était presque en faillite. Il n'y avait pas d'avion et donc la couverture même du pays avait été réduite parce qu'il ne restait qu'une seule compagnie aérienne pour couvrir tous les pays. À cela, vous ajoutez les défis liés à la qualité des routes, à la qualité, vous devez traverser des rivières par-ci, par-là et les routes qui ne sont pas en bon état. Donc ça ne vous permet pas de déployer le matériel à temps. Mais le problème, ce qu'il y a eu, c'est manque de courage d'avouer qu'on n'est pas prêt, mais on a voulu plonger les pays dans ces élections qui ne sont pas bien préparées, juste pour dire qu'on a respecté les délais et satisfaire une large partie de l'opinion publique qui exige le respect des délais constitutionnels. Alors, on va quand même aborder une question positive. Pour la première fois de l'histoire, les Congolais de l'étranger ont pu voter dans 5 pays, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter les réactions d'électeurs congolais à Bruxelles et à Pretoria en Afrique du Sud, des réactions de nos correspondants sur place, Caroline Dumais et Alix Le Bourdon. Je viens de voter, je suis très émue de remplir mon devoir civique. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais voté à l'extérieur du pays. C'est une première. Nous envoyons aussi un signal fort au pays que ce qui se passe ici, en toute tranquillité, dans l'ordre et la discipline, ça puisse aussi se passer dans notre pays. Comme moi, je viens de l'Est du Congo. On a vécu pendant longtemps dans la guerre et on a besoin vraiment de la paix durable. Beaucoup de gens sont morts à cause de la guerre, les femmes violées à cause de la guerre. Ça m'a coûté près de 350 €, mais ce n'est rien à côté de la démocratie. Comme c'est un sentiment de joie, c'est pour la toute première fois que nous, le diaspora, on vote pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays. Je travaille ici en Afrique du Sud depuis 2005. C'est vraiment un privilège et un bonheur pour moi de venir voter aujourd'hui. Je souhaite que ce genre de circonstances, ce genre de choses puissent continuer à se passer. Mais à notre grande surprise, nous sommes là à Pretoria, les portes sont ouvertes, on est là pour voter pour la première fois. Voilà, c'est bien aussi de souligner qu'il y a des aspects positifs, ce vote à l'étranger. Et puis il faut souligner aussi que de nombreux Congolais ont pu voter malgré les problèmes logistiques et techniques sur le terrain, qu'il y a eu quand même beaucoup de Congolais qui ont pu accomplir leur devoir électoral. Alors j'ai une autre question à vous, Étienne, par rapport à la sécurité. C'est aussi un élément qui a pesé dans la balance. Alors, il faut dire effectivement ce qui est à l'actif de la CENI d'abord pour ce processus électoral, c'est son souci d'inclusivité. Parce qu'on a vu que contrairement à 2018, tous les candidats présents à la République ont été retenus aussi bien par la CENI que la Cour constitutionnelle. Ça, c'est à l'actif de la CENI notamment. Il y a eu aussi le souci pour la CENI de faire en sorte que les électeurs qui n'avaient pas de carte d'électeur lisible puissent accéder au bureau de vote s'ils se retrouvaient sur les listes électorales, et même ceux qui ne se retrouvaient pas sur les listes électorales ont pu voter s'ils avaient une carte d'électeur lisible. Donc ça, c'est à l'actif. L'autre actif au compte de la CENI, c'est notamment le fait que les majeurs, les mineurs qui avaient été enrôlés et qui n'avaient pas encore la majorité n'ont pas pu voter. Et ça, c'est dans le respect de la loi et c'est à saluer. Alors, la question sécuritaire, c'est un des grands défis parce qu'aujourd'hui, non seulement qu'elle empêche la CENI de déployer en toute sérénité ces matériels dans les territoires sous-occupés, mais elle prive des millions de Congolais d'aller au vote dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Kwamut. Et ça, ça reste un enjeu, un défi à chaque cycle électoral
puisque des pans entiers sont occupés. Pourtant, il y a eu des efforts pour qu'il y ait la paix. Il y a eu des tentatives de signature d'accords de paix, notamment avec le M23 dans l'Est. On a vu que les autorités ont fourni de nombreux efforts pour essayer justement d'instaurer cette paix pour que l'Est du pays puisse voter. Et pourtant, ça n'a pas pu avoir lieu. Et ce n'est pas un problème qui date d'hier, qui date d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est un problème qui a des décennies. Ça fait 30 ans qu'il y a de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et on n'arrive pas à pallier à ce problème. Justement, comme je le disais l'autre fois, c'est une question qui demande qu'au-delà des efforts internes à la République démocratique du Congo, que la communauté internationale s'implique comme elle le fait dans d'autres conflits au monde, comme en Ukraine ou entre le conflit entre les Hamas et Israël, qu'on voit une communauté internationale assez préoccupée. On a vu que les États-Unis, je vous coupe, ont tenté justement de peser de toutes leurs forces les derniers jours avant le scrutin pour essayer d'arracher au moins un cessez-le-feu, une paix pour que ce scrutin ait lieu. Mais c'est juste un cessez-le-feu, mais ce qui ne garantit pas la fin des hostilités. Pour que les hostilités prennent fin, il y a la responsabilité de l'État congolais, du peuple congolais à se prendre en charge, mais il y a aussi des efforts et des appuis que nous devons recevoir de la communauté internationale, comme d'autres nations qui sont membres des Nations Unies, par exemple, reçoivent des aides pour le retour de la paix. On a eu la MONUSCO, certes, ici, mais le mandat de la MONUSCO était devenu obsolète et en l'absence d'une redéfinition claire du mandat de la MONUSCO, je pense qu'on devrait repenser à avoir une nouvelle force qui puisse... On a eu la force est-africaine qui est partie finalement, qui a été inefficace selon le gouvernement. Justement, c'est pourquoi je dis qu'au-delà des efforts internes, puisque les solutions internes, elles existent, elles doivent être appuyées, mais l'appui extérieur, ce n'est pas elle, c'est pas lui plutôt qui viendra réduire cette insécurité ou mettre fin à l'insécurité. Et donc des efforts sont exigés du Congo et ils sont en train de se faire et doivent se poursuivre pour essayer de mettre fin à cette souffrance parce que ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans maintenant, c'est des femmes violées, c'est des personnes massacrées, c'est des personnes déplacées, c'est des personnes qui souffrent... 7 millions de déplacés. Justement, c'est des personnes qui souffrent de la faim parce que les personnes n'ont plus le droit d'aller cultiver dans leurs champs. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solution congolaise, mais qu'elle soit appuyée également par la communauté internationale et les États qui se disent amis, sachant que nous sommes une solution et tant que le Congo n'est pas en paix, nous sommes une solution pour le monde et tant que le Congo n'est pas en paix, toute la région des Grands Lacs aussi ne le sera jamais. Alors, je m'adresse à vous, Valérie Madianga. Étienne a parlé de ces fameuses cartes électorales. Ça a été aussi un problème à quelques jours du scrutin. Ces cartes électorales qui se sont effacées. Comment on peut expliquer la mauvaise qualité de ces cartes et combien ont-elles coûté d'ailleurs ces cartes, vous qui connaissez les finances? Oui, il faut savoir que la CENI avait commandé 58 millions de cartes d'électeurs. La négociation d'abord de ces acquisitions ne s'est pas passée selon la norme. Pourquoi? Parce que les dispositifs d'impression qui étaient en principe conçus par l'équipe technique, ce n'est pas ces dispositifs qui a été négocié au niveau de la Corée du Sud. Pourquoi? On a amené des experts qui ne sont pas attitrés. Ça, ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas seulement la CENI, ce n'est pas nouveau au Congo où on amène des experts qui n'ont pas la qualité pour négocier des marchés qui doivent en principe servir au bien-être du peuple congolais. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est pourquoi on a eu des dispositifs inappropriés qui ont occasionné tout ce que nous avons tous décrié. Donc le vrai problème, pour mes résumés, c'est la question des négociations et de respect du cahier de charges. On n'a pas respecté le cahier de charges qui était élaboré par le secrétariat exécutif. On est allé faire du n'importe quoi au niveau de la Corée du Sud et ça nous a coûté ce qu'il faut et ça a coûté trop cher, presque 92 millions de dollars pour acheter et les machines et les cartes d'électeurs qui sont pratiquement pas de bonne qualité. Et aujourd'hui, les écrits sont pratiquement effacés. Moi-même, je suis victime de ça. On n'a pas pu avoir des cartes d'électeurs de qualité. Ça, c'est un. Je voudrais un peu revenir aussi sur la question, les défis logistiques. Pourquoi au Congo, les élections, ça pose toujours un problème. Je vais vous dire que sur le plan financier, je vais rester là d'abord,
vous constaterez que lorsque on négocie pour remplacer un bureau, lors des réformes, toutes les réformes liées aux finances sont élaguées, que ce soit de la loi organique de la CENI ou d'autres textes, c'est vraiment élagué. On a demandé par exemple à la CENI de faire une programmation pluriannuelle pour permettre à ce qu'il y ait une provision rapide à la CENI. Mais ça a été élagué tout ça dans la loi. Si vous regardez la loi organique de la CENI, tous ces aspects-là ont été là. On demande par exemple la transparence de la CENI, présenter un rapport chaque trimestre à l'Assemblée pour validation, pour voir les niveaux, les degrés de transparence et de crédibilité. Ça a été élagué. Et puis tout ça, ça impacte sur tout ce que nous sommes en train de voir, parce que si par exemple il y a une provision pluriannuelle, ça permet à ce que le gouvernement prépare tout ce qui peut être alloué à la CENI et ça va arriver à bonne date. Donc c'est ça le vrai problème. Deuxièmement, la question des infrastructures, comme il a dit. On finance moins les infrastructures qui devraient en principe faciliter les désenclavements des provinces. Ça pose énormément de problèmes. Il y a beaucoup de moyens qui sont alloués, mais au niveau des décaissements, ça piétine un tout petit peu. Alors justement, on va revenir sur ces cartes électorales avec ce reportage de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. À 2 semaines du scrutin, elle est allée à la rencontre justement de ces électeurs qui avaient une carte électorale qui s'était effacée, qui devaient la refaire avant le scrutin. C'est un reportage signé Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les files d'attente sont longues. Il faut clairement jouer des coudes pour entrer dans cette antenne de la commission électorale. Ici, tous viennent pour faire une demande de duplicata de carte d'électeur. À cause d'une mauvaise qualité d'impression, photos et noms de famille ont disparu sur la carte originale. Un problème sérieux car dans le pays, les cartes d'électeurs font office de papier d'identité. Je suis venu récupérer mon duplicata pour que ça soit plus pratique, pour que les détails se voient très bien. Face à la demande, un système de liste d'attente a été mis en place. Sinon, nous risquons d'être débordés. Les demandes par jour, c'est à peu près 800, 900. Chaque demandeur doit venir en personne faire sa requête de duplicata en remplissant un simple formulaire. C'est la province-ville de Kinshasa. La carte d'électeur illisible est ensuite agrafée à ce formulaire de demande. Direction la salle informatique où la nouvelle carte est imprimée sur place en quelques secondes. La CENI affirme qu'il est impossible d'imprimer plusieurs fois la même carte, car chaque citoyen possède un numéro d'identification enregistré dans la base de données de la commission. Tantôt, il y a plusieurs requérants qui sortent. Maintenant, on regarde encore sur la fiche la date de naissance qui va séparer, qui va nous dire réellement que les propriétaires de la fiche, c'est elle. Près de 44 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. À moins de 2 semaines des élections, la commission électorale se veut rassurante. Tout le monde aura une carte lisible le jour du scrutin. Le président de la CENI, Denis Kadimala, dit qu'en multipliant les points de délivrance des duplicata, c'est pour permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais, électrice ou électeur, d'exercer son droit de vote le 20 décembre. Pour l'opposition, cette étape d'impression de duplicata augure une fraude électorale. Depuis le début du processus, elle dénonce le manque de transparence de la CENI. Et j'accueille de nouveaux invités. Mino Bopomi, coordinateur national de Filimbi et chef de la mission de la surveillance citoyenne populaire Capita. Merci d'être avec nous. Et puis Luc Loutala, coordinateur national de la Simocel. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Alors je commence par vous, Mino Bopomi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour ces élections? Alors aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 mois, les organisations de la société civile, principalement les mouvements citoyens réunis dans le cadre de la dynamique de mouvements citoyens, s'étaient associés ensemble pour lancer justement cette campagne citoyenne populaire de surveillance des élections dénommée Capita 2023. Capita qui voudrait dire en français surveillance, parce que nous voulons simplement que les Congolais, les citoyens deviennent des surveillants de ces processus électoraux, de ces votes surtout du 20 décembre, afin de s'assurer que les résultats qui seront affichés puissent refléter l'expression populaire exprimée à travers l'urne. C'est dans ces cadres-là que nous avons déployé 1300 Capita sur terrain, sur l'ensemble du territoire national, des personnes qui se positionnent comme des électeurs, mais qui en plus de cela capturent les résultats affichés devant le bureau de vote, qui nous envoient dans une espèce de base de données, des logiciels dédiés à cela, pour justement organiser un comptage parallèle à celui de la CENI. Alors,
Quelle est votre impression sur le déroulé de ce scrutin? Alors, donc, comme je disais, nous avons déployé 1300 capitales sur terrain, sur l'étendue du territoire national. Et de nos observations, donc venues de la base, nous avons par exemple recueilli des faits graves, extrêmement graves, selon lesquels il y a énormément de bureaux de vote qui ont ouvert qu'après l'après-midi, alors qu'en réalité, c'est depuis 6 heures qu'ils devraient ouvrir. Et la grande majorité même de ces bureaux de vote-là ont quand même dû ouvrir avec un nombre strictement limité de kits électoraux, alors que c'est 44 millions de Congolais qu'on attendait devant les urnes. Ça a mené à des files interminables, à des incompréhensions entre les préposés de la CENI, mais également aussi avec les policiers commis à la sécurisation des bureaux de vote et les citoyens qui voulaient que voter. Mais après, on a remarqué également qu'il y a énormément de dispositifs électroniques de vote qui sont retrouvés entre les mains des individus, dans des villas privées, dans des voitures ici à Kinshasa par exemple. Mais dans des provinces par exemple, on a vu qu'il y a énormément de bureaux de vote dont les dispositifs électroniques de vote, les batteries des dispositifs électroniques de vote s'étaient déchargées avec aucune possibilité de les recharger après pour le rendre opérationnel de nouveau. Il faut parler également des cas d'observateurs qui n'ont pas pu rester plus de 15 minutes dans des bureaux de vote, mais d'autres observateurs également comme des témoins qui ont vu l'accès dans des bureaux de vote leur être refusé. Alors, je me tourne vers vous, Luc Loutella, coordinateur national de la CIMOCEL. Est-ce que vous pouvez, même question, nous expliquer quel est votre rôle et vos impressions sur le scrutin? La CIMOCEL est une mission de long terme. Donc, nous observons tout le processus électoral avec une double visée, non seulement contribuer pour l'amélioration des scrutins et des opérations, mais en même temps nous projeter dans l'avenir, ça veut dire préparer éventuellement les réformes d'amélioration, ce qui fait que nous couvrons les 26 provinces depuis une dizaine d'années et nous suivons tout le processus électoral, toutes les opérations électorales. Alors, quelle est votre impression? Est-ce que vous partagez l'avis de Mino? Alors, l'impression est qu'on a affaire à un processus électoral très contrasté, très tendu, où le consensus en fait continue de se briser de plus en plus et le déroulement des opérations depuis hier, la prolongation de scrutin aujourd'hui laisse éventuellement de place à ce qu'on constate que ça ne marche pas comme on s'attendait que ça allait marcher. On a l'impression d'être en fait dans un stage électoral. À titre d'exemple, nous avons observé l'ouverture des bureaux de vote. On a considéré qu'il n'y a que 33% des bureaux de vote qui ont ouvert à temps, ça veut dire à 6 heures du matin, et qu'on a 57% de bureaux de vote sur l'échantillon que nous avons observé qui ont ouvert en retard. Retard, ça veut dire retard de 30 minutes à 11 heures de temps. Et donc, on a aussi sur l'échantillon 12% qui n'avaient pas ouvert. Il faut regarder également les incidents et le fonctionnement de matériel. Si l'on considère que les bureaux qui ont ouvert à temps, ça veut dire les 33%, il y a eu 89% qui avaient le matériel de vote. Sur les 89% qui avaient le matériel de vote, on a 10% où le matériel ne fonctionnait pas. On peut progresser avec des chiffres, avec précision, exactement. On va regarder, par exemple, en ce qui concerne les incidents, on va trouver qu'on a eu 17% de bureaux de vote dans lesquels il y a eu des incidents majeurs, ça veut dire où il y a eu des interruptions. Et puis, on a à peu près 2% où il y a eu vraiment des problèmes suffisamment majeurs. On peut continuer éventuellement sur la longueur, ça veut dire voir au niveau du dépouillement. Là aussi, au niveau du dépouillement, il a été constaté qu'il y a eu énormément de problèmes. Des problèmes, ça veut dire des incidents qui opposent les militants, des incidents qui opposent les agents de vote, et donc des observateurs et des témoins qui sont expulsés, qui n'observent pas. Et aussi, on a signalé quelques cas d'immixtion des forces de l'ordre dans le processus de dépouillement. Alors, Mino, une question. Vous êtes sur le terrain, vous observez, vous dénoncez, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire finalement? On sait très bien que la situation est très compliquée sur le terrain. On a cité tout à l'heure toutes les difficultés, aussi bien sécuritaires que le fait que le pays soit très enclavé, que ce soit très compliqué d'acheminer du matériel électoral. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement accepter d'annoncer un glissement ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire concrètement selon vous, puisque vous dénoncez, mais est-ce que vous avez des solutions?
En réalité, le problème qui s'est posé là, c'est le problème de la gouvernance. Surtout, quand on parle de la gouvernance, on voit la planification. En réalité, le processus électoral se planifie dès le premier jour du mandat. Donc c'est depuis 5 ans passés que ces processus électoraux auraient dû commencer, dont la planification aurait dû commencer. Le président de la CENI n'a pas cessé de dire qu'ils ont été installés avec 2 ans de retard. C'est énorme dans le cadre d'un processus à organiser que sur 5 ans, avec un pays qui fait 2 345 410 km². C'est énorme, un pays enclavé comme vous l'avez dit. Donc si on avait une bonne préparation, une bonne planification qui avait commencé dès 2019 par exemple, on aurait vu qu'avec surtout un bon plan de décaissement, un bon plan de décaissement des activités financières, des opérations financières de la CENI, on aurait eu à limiter le dégât ou encore le désordre qu'on a observé hier et aujourd'hui dans le bureau de vote. Donc le problème, encore une fois, j'insiste, c'est un problème de planification, de gouvernance. C'est facile, j'ai envie de dire, excusez-moi, c'est facile de refaire le match une fois que le match s'est déroulé, mais ces problèmes que vous citez tous les deux, ce sont des problèmes qui sont là depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois, on l'a dit tout à l'heure avec Itiel, qui a ce genre de problème, qu'on vote, qu'on a un deuxième jour de vote, qu'il y a un glissement, pas que de quelques semaines, hein, je pense à la présidence de Joseph Kabila. Est-ce que finalement c'est toujours quand on arrive au processus qu'on dit il aurait fallu faire, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus profonds qu'il faudrait résoudre justement pour que la CENI puisse commencer à sa mission à temps et ne pas accuser autant de retard? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de refaire le match alors qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites il y a des décennies? Je pense qu'il faut éviter de donner l'impression que 5 ans ne suffisent pas pour organiser un cycle électoral crédible, apaisé, transparent. Pas du tout. C'est possible d'organiser des bonnes élections, vraiment, je dirais, inclusives, crédibles, transparentes, surtout en 5 ans. C'est possible. Mais le problème, encore une fois, je reviens sur ça, c'est réside au niveau de la planification. Quand on planifie rien et qu'on attend le délai qui se rapproche pour commencer à faire les choses à la va-vite, on a pour conséquence justement d'observer des dégâts comme on est en train de voir depuis hier, où les électeurs se sont rués vers les bureaux de vote sans possibilité justement d'accéder pour aller voter. Oui, il faut noter qu'il y a eu des dizaines de personnes qui ont attendu des heures et des heures pour pouvoir voter et que les agents de la CENI ont aussi passé des nuits blanches et des heures très difficiles dans les bureaux de vote, qu'ils ont été très courageux parce qu'il faut quand même le signaler. Après des nuits blanches, faire face à des problèmes de matériel et des problèmes techniques, il faut quand même le signaler. On l'a constaté nous-mêmes sur le terrain. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut anticiper en 5 ans? En fait, on n'invente pas la roue. 5 ans, c'est suffisant, 3 ans, c'est suffisant, à condition de savoir ce que l'on veut faire. Alors, il a parlé de la planification, mais le processus se gère avec les parties prenantes. Ça veut dire qu'il y a les questions de transparence, les questions d'inclusion des autres, les questions de création de consensus. Or, justement, on a l'impression que le mal, c'est vraiment à ce niveau-là, qu'on a un processus qui a été géré sans consensus, avec moindre inclusion et avec si vous voulez, une planification défaillante. Mais éventuellement, il y a tout le problème de l'indépendance de la CENI. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a tout le débat qui a été mené autour des réformes par rapport à la volonté d'avoir une CENI indépendante. Et donc, nous pensons que maintenant, il va falloir encore continuer le plaidoyer, travailler par rapport aux réformes, pour que les prochaines fois, on ait suffisamment une CENI indépendante. Excusez-moi, mais je me répète, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de l'indépendance de la CENI. Et pourquoi on arrive toujours au processus électoral avec toujours les mêmes problèmes, et qu'on ne tire pas les leçons du passé? En fait, c'était prévisible. Moi, je pense que ce que nous vivons, nous le disons depuis des mois, depuis 2 ans que la CIMOCEL dit, nous allons vers un processus difficile. Pour nous, c'était prévisible. À partir du moment où on a eu tellement de problèmes avec la loi organique sur la CENI, la mise en place de l'équipe de la CENI, la loi électorale, la loi sur la répartition de sièges, il n'y avait pas de miracle à faire. Ça, c'était une situation prévisible. Alors, c'est une question de volonté politique et évidemment, à ce que tout le monde soit conscient que des bonnes élections construisent la nation, des bonnes élections sont pour la stabilité et sont pour l'intérêt de tout le monde. Vous êtes d'accord, Mino, avec ça? Oui, je suis d'accord. C'est également un problème de volonté politique. Parce qu'il y a 2 ans, on a vu les mouvements citoyens se mobiliser dans les rues de Kinshasa, également partout sur l'ensemble du territoire,
pour exiger justement qu'un consensus soit dégagé autour de ce qu'on voulait en réalité pour ce processus électoral, pour le vote de cette année. À l'époque, on disait qu'il était important de s'asseoir, de trouver un consensus sur le cadre légal, c'est-à-dire la loi électorale et la loi organique. Mais on a vu comment les politiques, surtout ceux du pouvoir, ont traîné les pas jusqu'à encaisser ce retard de 2 ans où finalement Kadima l'a lui-même reconnu qu'avec un retard de 2 ans, c'était difficile de rattraper des pas, surtout des retards, alors qu'il y a des choses qui ont été planifiées bien avant dans le cadre du calendrier électoral et que le délai aujourd'hui ne permettait pas de les atteindre aussi aisément. Donc oui, d'un côté, il y a ce problème de la volonté politique, ça on l'a senti. De l'autre côté, encore une fois, c'est vraiment un problème de planification. Quand on planifie rien dans les temps, je pense qu'il n'y a pas de miracle. On ne devrait pas s'attendre à des résultats contraires parce que justement, toutes les conditions mises en place pour aboutir à ces processus électoraux ont été en réalité, je dirais, des ajouts explosifs qui, au final, fait que les Congolais n'ont pas pu sereinement voter. Et je pense même que cette élection, faisant attention, pourrait être un début des mobilisations qui pourraient arriver à embraser encore le pays alors que la situation est déjà compliquée. Alors, dernière question à vous deux, très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que, avec l'ampleur des problèmes que vous citez, est-ce que vous êtes optimiste pour les prochaines élections, les prochaines échéances électorales? En tout cas, en ce qui concerne les mouvements citoyens, Philippe, en l'occurrence, nous restons confiants envers la démocratie, mais ce que nous craignons, c'est que après 4 cycles électoraux, que le Congo n'arrive toujours pas à organiser des bonnes élections, dans des bonnes conditions où les Congolais vont voter, retournent aisément à la maison et à la fin de la journée, les résultats qui reflètent leur expression soient publiés. Le risque ici, c'est que ces quatrièmes élections de trop, mal organisées, puissent ouvrir des perspectives à certains acteurs qui pourraient se mettre à imaginer d'autres voies non démocratiques pour accéder aux institutions. Parce qu'on a l'impression que les élections, qui est un indicateur important dans la démocratie, est en train d'échouer. Et ça, c'est depuis 20 ans. C'est trop, il faut corriger ça. Votre avis, Luc? Le risque, c'est de s'habituer à une démocratie qui n'en est pas une. Ça, c'est un. Le deuxième risque, c'est que finalement, le pays aille vers, il le disait déjà, vers une crise post-électorale qui sera difficile à gérer. Et justement, on est dans un contexte très, très tendu. On le disait tout à l'heure, avec un consensus suffisamment brisé. On est carrément aux frontières d'une situation que l'on ne connaît pas. Et ce que la Cimoncelle fait, c'est d'appeler toutes les parties prenantes à prendre conscience du rôle que chacun doit jouer. À la fois la CENI, les autorités, le gouvernement, que, comme les militants de l'opposition, on a eu à assister lors de ce scrutin, comment est-ce que les militants s'en prennent au matériel, au bureau de vote, aux agents de la CENI, qui ne sont pas la cause du déroulement même de tout ce qui se passe. Donc on pense véritablement qu'il est temps de travailler aussi sur l'autre bord. Et là, on encourage vraiment les missions de médiation qui sont en train de travailler pour essayer de relever le moral en espérant que les prochaines réformes seront les bonnes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Rappelons tout de même que ces élections se sont déroulées dans le calme globalement, que les Congolais ont été très patients malgré toutes les problématiques qui se sont posées à eux et qu'il n'y a pas eu de violence majeure dans ce scrutin. C'est très important de le souligner. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat. C'est la fin du débat de France 24. J'aimerais remercier les équipes à Paris, les équipes en régie, Léonore, Nabia, les équipes ici à Kinshasa, Stéphane Ballon et Mélina Huette, Ahmed Hassain. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Chaque semaine,